président Paul Biya n'est pas un démagogue, n'est pas quelqu'un qui vend du vent. Cet environnement issu de la pandémie du Covid-19. La vérité scientifique, ce n'est ni la rumeur, ni les commentaires. À faire face aux impacts du changement climatique. C'est au Cameroun, là où les saisons passent, où les jeunes diplômés désespèrent, mais où certains fauteuils ministériels ne vieillissent jamais. 4 ministres célèbrent leur noce de porcelaine avec leur poste. 20 ans de fidélité au pouvoir, un record qui ferait rougir les plus grands champions de la longévité. Jacques Famendongo, Madeleine Tchouenté, Luc Magoulan Barga Atangana et Hélé Pierre, des noms qui résonnent comme des refrains d'une chanson qu'on n'arrive pas à oublier, même si elle est terriblement désaccordée. Mais qu'ont-ils donc ces éternels ministres? Une potion magique, une formule secrète, ou est-ce simplement la grâce d'un certain monarque des monts étourdis qui décide seul des destins dans ce théâtre d'ombre qu'est la gouvernance camerounaise? Lorsqu'une personne fait plus de 20 ans à un poste ministériel avec un bilan médiocre, on se demande si elle détient des choses sur le président et menace chaque fois de lui faire du chantage. On se demande si elle tient des choses compromettantes contre lui et menace de les mettre sur Internet s'il tente de l'enlever du gouvernement. Il y a ceux qui ont des 14 ans à leur poste. Plusieurs sont cités dans des scandales financiers en milliards, mais celui qui les nomme continue de les trouver très intéressants. Pour lui, s'il se sépare d'eux, ça sera probablement des regrets ou alors il pourrait lui faire quelque chose. Du coup, mieux il meurt à leur poste ministériel. Pour le président, on dira que c'est la démocratie. La majorité voudrait qu'il reste au pouvoir, même s'il part vendre le pays dans un dépôt de brocante, qu'il reste quand même. Ah, Jacques Famendongo, le gardien du temple académique, le maître incontesté de la sémiologie présidentielle. Ce ministre de l'enseignement supérieur est une véritable encyclopédie, sauf que ses pages sont parfois écrites en hiéroglyphes. Il ne parle pas, il déclame, il ne sait pas, il se sacrifie, selon ses propres mots. Nous sommes les créatures du président Paul Biya. Traduction, je suis au service du chef. Ici, je respire encore. C'est grâce à lui. Là, il y a de l'air. On ne voit pas l'air, mais on voit les effets. Par exemple, cette fois, il peut bouger. C'est l'air. Donc, le président, voilà une première technique. Donc, le président Paul Biya est comme le vent. On ne le voit pas, mais on le sent. Mais je crois que tous les Camerounais, on dit, mais où est-il? Il est parti. Après, on voit une action forte qui arrive. Ça veut dire qu'il est là, il agit. Jacques Famendongo, c'est le fidèle parmi les fidèles, le saint patron des ministres perpétuels. Depuis son arrivée en 2004, il est devenu un véritable griot institutionnel, transformant chaque discours en une ode lyrique au président. À ce rythme, ne soyez pas surpris qu'il nous sert un jour un livre intitulé Paul Biya, une sémiologie de la perfection. Sa recette pour durer, une loyauté qui frôle l'adoration et un flair inégalé pour éviter des zones de turbulence. Peu importe les scandales, il est toujours là, droit dans son fauteuil, comme un baobab au milieu du désert. Le paradis terrestre n'existe pas, mais je crois que la tendance globale, lorsqu'on voit les 42 ans, c'est plutôt la positivité et non pas la négativité. Si Jacques Famendongo était un personnage de série, l'épisode Les ordinateurs PB HEV serait son moment le plus culte. Imaginez un programme présidentiel censé révolutionner l'enseignement supérieur avec 500 000 ordinateurs portables distribués gratuitement aux étudiants. Une idée noble sur le papier, mais dans les faits, une véritable parodie. Le ministre de l'enseignement supérieur qui fait toujours classer les universités camerounaises parmi les dernières d'Afrique, ou du moins a du mal à les classer parmi les 100. Lui qui est au cœur des 75 milliards partis comme ça dans l'eau, dans des appareils morts-nés appelés ordinateurs PBHEV. Lui qui compte parmi ses rares faits d'armes la signature d'émotions de soutien par des universitaires. Il a déjà aussi fait 20 ans à son poste de ministre de l'enseignement supérieur. Le président estime que s'il l'envoie au quartier, l'université camerounaise est foutue. Ces ordinateurs
fièrement estampillé Paul Biya Higher Education Vision avait tout pour devenir des reliques sacrées si seulement il fonctionnait. Sa capacité de stockage est ridicule, composants de qualité douteuse et pour couronner le tout, un prix faramineux. Certains étudiants les ont revendus à 20 000 francs CFA, d'autres les ont laissés en pièces détachées dans les poubelles des campus. Famine Ndongo, lui, a défendu le projet avec une ferveur presque mystique. C'est une bénédiction pour les étudiants, a-t-il clamé. Oui, une bénédiction pour les commerçants d'occasion qui les ont récupérés pour une bouchée de pain. Jacques Famine Ndongo met à profit toutes les occasions qui lui sont offertes pour s'expliquer sur la question des ordinateurs polémiques. Le chancelier des ordres académiques a laissé de côté le motif de la rencontre du jour à Douala pour expliquer les caractéristiques des ordinateurs portables qui lui confèrent désormais une célébrité négative. Ils sont dotés d'un système d'exploitation Windows 10, de Microsoft et 365 Office, toujours de Microsoft. Et cerise sur le plateau, ce sont les ordinateurs portables de nouvelle génération. Durant près de 20 minutes, le ministre de l'Enseignement supérieur a tenu en haleine les ex-étudiants en médecine et le public venu assister à la cérémonie de remise des diplômes. Chaque phase de ces explications suscitait le rire auprès de ses interlocuteurs. Ils sont encore ankylosés dans l'ancien système de pas. Il faut donc les opérer une mutation copernicienne au passé de la vieille informatique à la nouvelle informatique. Mais ne vous y trompez pas, Jacques Famine Ndongo n'est pas qu'un ministre, c'est un artiste. Ses discours sont des véritables spectacles de prestidigitation où les mots dansent pour ne jamais rien dire. Posez-lui une question sur les défis du secteur universitaire. Il vous répondra avec des phrases dignes d'un poème surréaliste. Par exemple, quand on évoque la crise des universités, il préfère parler de l'éclatante vision académique du président de la République. Quand les étudiants réclament des infrastructures dignes de ce nom, ils vantent les performances immatérielles des campus numériques. Traduction, il vous endort avant même que vous n'ayez eu le temps de réagir. Quand il y a une plaie, on reconnaît bien qu'il y a une plaie. Si j'ai une plaie maintenant ici, je saurais bien que c'est une plaie, mais maintenant, il y a un proverbe burkinabé, ça c'est vieux, quand j'étais encore étudiant, qui disait « Lorsqu'on a fait un saut dans le feu, il reste un deuxième saut à faire. C'est sortir du feu. » Mais Famine Ndongo n'est pas arrivé là par hasard. Avant de s'asseoir sur le trône académique, il a fait ses armes dans la presse, la communication et l'enseignement. Un CV impressionnant, il faut le reconnaître. Mais son véritable chef-d'œuvre, c'est sa capacité à jouer les équilibristes dans le cycle politique camerounais. Entre ses fonctions au RDPC et son poste de ministre, il a su rester indispensable. À chaque remaniement, il s'en sort avec les honneurs, tel un chat qui retombe toujours sur ses pattes. Lorsque les gens verront que l'ascension négative, bon, elle est là, tout le monde sait, vous n'avez pas des prisons, mais comme vous avez dit, ce sont les opposants qu'on envoie là-bas. Donc, l'ascension négative, mais surtout l'ascension positive. En fin de compte, Jacques Famine Ndongo est bien plus qu'un ministre, c'est une institution. Il incarne à lui seul ce que signifie être une figure immuable dans un système où l'immobilisme est roi. Alors que d'autres tombent sous les coups de la tempête des remaniements, lui reste debout, inébranlable. Mais pour combien de temps encore? Les élections de 2025 approchent et peut-être, juste peut-être, un vent de changement soufflera enfin sur le Cameroun. En attendant, le professeur Jacques Famine Ndongo est là, fidèle au poste, prêt à nous gratifier d'un autre discours flamboyant sur la lumière infinie du renouveau. Du temple académique au supermarché politique, faisons un saut dans le monde de Luc Magloire Mbaga à Tangana, le ministre du Commerce qui semble avoir fait de l'immobilité une spécialité nationale.
Le ministre du Commerce, le ministre qui ne sait pas faire baisser les prix, il ne les contrôle jamais. C'est lui qui, au lieu de lutter sérieusement contre les spéculateurs, avait transformé le ministère du Commerce en vendeur des produits de première nécessité, casse les prix. Vous vous souvenez des caravanes de ventes promotionnelles? Lui aussi a déjà fait plus de 20 ans à son poste de ministre du Commerce. Si le ministre du Commerce était une boutique, Luc Magloire Mbaga Atangana en serait le gérant. Stoïque, celui qui regarde les prix flamber comme on regarde une bougie fondre. En poste depuis 2004, ce ministre est un cas d'école immobile face à l'inflation, sourd aux cris des ménages, mais toujours prompt à rester fidèle à son tablier de chef d'épicerie gouvernementale. Il y a un environnement géopolitique qui influe forcément sur le commerce international, le commerce mondial. Et l'enjeu pour tous les pays aujourd'hui, c'est la maîtrise de l'inflation. Donc notre budget sera destiné, entre autres, à poursuivre la lutte engagée pour combattre l'inflation, notamment l'inflation spéculative. La vie chère, un petit désagrément passager, l'explosion des prix du carburant, des denrées de première nécessité et même du pain. Une tension conjoncturelle, selon ces mots bien rodés. Luc Magloire Mbaga Atangana a ce don rare de transformer des crises nationales en de simples ajustements. C'est le genre de ministre qui, face à un incendie, trouverait le moyen de vanter la beauté des flammes. Au fil des années, son ministère est devenu un vaste bazar où les lois du marché sont aussi prévisibles qu'un orage en saison sèche. Pendant que les Camerounais tirent le diable par la queue pour acheter un kilo de riz, Luc Magloire se contente de rappeler que l'État fait tout son possible pour contenir la situation. Oui, bien sûr, mais on attend toujours la livraison des résultats. Il n'y a pas que cela. Évidemment, il faut développer l'activité elle-même, il faut créer des richesses. Créer des richesses, aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique forte, dans une spéculation particulière qui est le cacao. Et donc, ce budget également est destiné à poursuivre ce que nous avons entrepris de transformation structurelle du secteur de l'économie cacaoyère. Sous sa gestion, le ministère du Commerce ressemble à une épicerie où le stock est mal géré, les prix ne sont jamais affichés et où le patron est toujours à l'arrière-boutique. Prenez l'exemple des denrées subventionnées. Elles arrivent rarement à bon port, englouties par un réseau de spéculateurs qui profitent de la pagaille. Et pourtant, Luc Magloire reste serein comme un commerçant qui ne veut pas reconnaître qu'il a perdu ses meilleurs clients. La population, elle, continue de jongler avec des budgets de plus en plus serrés, pendant que le ministre imperturbable jongle avec des mots. Si les Camerounais espéraient un sursaut de sa part, ils se retrouvent plutôt face à un silence assourdissant. Je réannonce aujourd'hui qu'au mois de mars 2026, le Cameroun va accueillir la 14e conférence mondiale, conférence des ministres du commerce, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. L'OMC, c'est 166 pays membres. Nous allons accueillir entre 4 000 et 6 000 délégués ici à Yaoundé. Luc Magloire Mbaga Atangana a une qualité rare. Il est inamovible. Peu importe le chaos autour de lui, depuis 20 ans, il s'est forgé une réputation de ministre invisible mais présent. Invisible car ses interventions publiques sont aussi rares que les baisses de prix. Présent parce qu'il est toujours là, au même poste, défiant le temps et les remaniements. Sa longévité, il la doit peut-être à son talent pour éviter les controverses directes. Contrairement à ses collègues qui plongent tête baissée dans les scandales, Luc Magloire préfère rester dans l'ombre. Une stratégie gagnante, semble-t-il, puisque malgré une gestion discutable, il continue de trôner au sommet de son ministère. Le budget 2025 servira donc aussi à la préparation de ce grand événement extrêmement important. À cela,
j'ajoute, c'est un élément essentiel parce que c'est la politique mise en œuvre par le gouvernement, prescrite par le chef de l'État, pour sortir de la dépendance vis-à-vis des marchés extérieurs. Dans un pays où les marchés sont les poumons de l'économie, le rôle de Luc Magoula Mbaga Atangana est crucial. Mais au lieu de stimuler la concurrence et de réguler les prix, il semble avoir adopté une politique de laisser-faire qui frise l'abandon. Ces rares apparitions publiques sont souvent l'occasion des discours génériques sur les défis globaux et les efforts constants de l'État. Des paroles qui, malheureusement, ne remplissent pas les assiettes des milliers de Camerounais. Ce qui frappe chez Luc Magloire, c'est son calme à toute épreuve. Quand la population s'indigne de la flambée des prix, il répond avec un sourire discret et quelques phrases bien choisies. Il est l'archétype du ministre impassible, celui qui observe le chaos avec une sérénité presque dérangeante. Mais derrière ce calme se cache une vérité implacable. Le Camerounais moyen se débat dans une économie où tout coûte cher, sauf les promesses. Et pendant ce temps, Luc Magoula Mbaga Atangana reste là, fidèle à son poste, comme une étiquette des prix qui refuse de s'effacer. Mon département ministre le budget, une partie du budget est réservée à cette opération. Nous allons créer des centres de dégustation, de vente et d'exposition, notamment du pain à base de farine locale. Du marché au laboratoire poussiéreux, plongeons maintenant dans l'univers de Madeleine Tuenté, la ministre de la Recherche scientifique, où les découvertes sont aussi rares que les baisses des prix chez Luc Magloire. Le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, qui n'a jamais présenté un résultat impressionnant de ses recherches, ni une innovation impressionnante, sauf à mettre à son actif la chasse aux chauves-souris pour combattre le coronavirus. Ce ministre a déjà fait 20 ans sans une moindre année sabbatique, une infatigable ministre. Madeleine Tuenté, ou l'incarnation parfaite de la longévité ministérielle en mode pilote automatique. Depuis 2004, elle est à la tête du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, un poste qui devrait briller par des découvertes révolutionnaires. Mais après 20 ans de règne, son ministère ressemble davantage à une bibliothèque abandonnée qu'à une usine à invention. Dans notre culture, on n'embrassait pas les gens. On s'arrêtait, on saluait, on causait un peu et on continuait. Dans notre coutume, il n'y avait pas toutes ces choses qui font que maintenant, on peut se passer ce virus assez facilement. Donc il faut qu'on revienne à cette salutation que moi-même j'ai vue au Japon. Au Japon, on salue comme ça. Et les Japonais ont continué à saluer comme ça. Ça permet de s'arrêter et de causer un peu, de perdre un peu de temps pour échanger. Quand on parle de Madeleine Tuenté, on pense à une chercheuse, mais pas celle qui explore les mystères de la science, non. Madeleine est plutôt la spécialiste de la recherche d'explication. Pourquoi la recherche camerounaise est-elle à genoux? Parce qu'il manque de moyens. Pourquoi les chercheurs menacent de faire grève? Parce qu'ils sont mal payés. Et elle, que fait-elle? Elle explique encore et encore, sans jamais résoudre. Si l'on devait mesurer ses accomplissements, on obtiendrait une équation très simple. 20 ans plus 0 avancé égale statu quo. Mais à sa décharge, il est difficile d'innover dans un pays où le budget alloué à la recherche est aussi mince qu'une feuille de papier millimétrée. Alors, en pleine lutte contre cette épidémie du coronavirus, vous avez peut-être, malgré vous, je ne le sais pas, suscité la polémique lorsqu'au cours d'une conférence de presse, vous avez annoncé que les chauves-souris transmettaient le coronavirus, alors que jusque-là, tout le monde parlait du pangolin. D'où êtes-vous sorti avec votre histoire de chauve-souris? Je crois que tous ceux qui parlaient de ça n'avaient lu aucun journal scientifique à comité de lecture. Parce que tout ce qui passe dans ces journaux internationaux, c'est ça qui est la vérité scientifique. La vérité scientifique, ce n'est ni la rumeur, ni les commentaires des commentaires, c'est les faits. Les faits sont têtus. Et quels sont ces faits? Quels sont les faits aujourd'hui? Les faits, c'est que le corona existait depuis longtemps. Moi-même, j'ai 1200 des sérums positifs dans notre sérothèque.
comme vous avez vu, nous les gardons à partir des chauves-souris du Cameroun, qui avaient des coronas, mais qui n'étaient pas des coronas avec la même virulence. Madeleine Tchente a eu son moment de gloire pendant la pandémie de Covid-19. Alors que le monde entier attendait des solutions scientifiques, elle a offert une analyse pour le moins exotique. Selon elle, le virus serait lié à des chauves-souris qui mangeraient les mêmes fruits que les humains, comme des mangues et des avocats. Une théorie qui a fait éclater de rire plus d'un biologiste. Et quand elle ne s'occupe pas des chauves-souris, elle propose des solutions pour lutter contre la crise alimentaire. Cultivée en jardinière, oui, vous avez bien entendu. Pendant que le reste du monde investit dans les technologies agricoles modernes, elle conseille aux Camerounais de planter du manioc dans des pots de fleurs. Les Camerounais mangent le pain tous les jours. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas du blé? Les chercheurs ont déjà trouvé à peu près une vingtaine de variétés qui poussent partout. Pour cette année, nous voulions que chaque Camerounais fasse du blé derrière sa maison, comme nous avons pu réussir pour le maïs ou pour les plantains, etc. Nous avons reçu la hiérarchie actuellement les moyens pour faire du blé une culture camerounaise. Ça ne doit plus être une culture d'importation. Je ne veux prendre que cet exemple-là. Il y a le riz aussi. Il y a la spécialiste du riz qui est là. Vous pouvez tout faire avec. Mais je prends le blé parce que c'est très important. Alors, pourquoi est-elle toujours là après 20 ans? La réponse se trouve dans son militantisme. Madeleine Tchente, c'est une femme du terrain politique, une figure des produits RDPC. Elle a mouillé le maillot dans sa région de l'Ouest, à une époque où le parti au pouvoir n'y était pas très populaire. Et cela, le président Paul Biya ne l'a pas oublié. Sa longévité est donc moins liée à ses performances ministérielles qu'à sa fidélité au parti au pouvoir. Sous sa gestion, le ministère est devenu un royaume d'immobilisme. Les chercheurs, ces soldats de la science sont en colère, fatigués de travailler avec du matériel vétuste et des budgets inexistants. Les laboratoires, des musées où le temps semble s'être arrêté. Madeleine, elle, préfère garder un profil bas, bien au chaud, dans son fauteuil ministériel. Je voudrais, avant de continuer, féliciter les chercheurs. Vous avez vu la magistrale leçon inaugurale du professeur Ngok. Ne pas vous du professeur. Voilà un jeune savant. Camerounais. Il fait du blé, il fait de ceci, il fait de ceci. Là derrière, il a fait des démonstrations. Chacun peut faire son blé. Chacun peut faire l'huile de tournesol. Chacun peut faire des pommes de terre. Qu'est-ce qui fait que tous les Camerounais veulent seulement faire le pain-skin? Le Cameroun regorge des talents brillants, mais ces derniers peinent à éclore sous le règne de Madeleine Tchente. La recherche scientifique, qui devrait être un moteur de développement, est réduite à un rôle de figurante. Et pourtant, la ministre reste sereine, convaincue que son ministère fait de son mieux avec les moyens des bord. Au lieu de faire le pain-skin simplement, quelqu'un qui fait du blé, quelqu'un qui fait du maïs, mais avec des méthodes de recherche que nous avons à l'Irak, vous pouvez devenir riche dans ce pays. Les jeunes chercheurs, vous cherchez surtout pour votre confort intellectuel, pour votre satisfaction intellectuelle, et peut-être pour faire des articles dans des journaux à comité de lecture. Mais tout ça, souvent, c'est les Blancs qui publient. Si Madeleine Tchente était un animal, elle serait une tortue, lente mais résistante. À chaque remaniement, elle sort sa carapace, avance prudemment et finit par rester. Son secret, une fidélité indéfectible au président Paul Biya et une capacité incroyable à naviguer entre les critiques sans jamais sombrer. Pourquoi est-ce que nos agro... Parce qu'une fois que nous avons trouvé, il faut que les agro-industriels, les hommes d'affaires, puissent faire de l'agro-industrie, puissent faire des poissons au Cameroun et non pas importer le poisson pourri pour nous vendre. Nous voulons qu'on fasse du poisson au Cameroun pour vendre aux Camerounais. Après la recherche en sommeil, passons au ministère de l'Environnement, où Pierre Ailé, un autre inamovible, lutte depuis 20 ans contre les sacs plastiques. Oui, seulement les sacs plastiques.
Le ministre de l'Environnement, lui aussi, il a plus de 20 ans à son poste. Le président est très impressionné par tout ce qu'il fait pour protéger l'environnement, la nature, ce qu'il fait dans le développement durable. Il n'y a pas son numéro 2 en Afrique centrale. D'autres ministres sont là depuis 14 ans. Ce qui est insolite, c'est que vous pouvez rencontrer certains d'entre eux en route sans les reconnaître. Ça veut dire que vous ne pouvez pas coller un visage à leur nom. Ils sont totalement transparents. Mais le président estime que se séparer d'eux serait une terrible erreur managériale. Pierre Hélé, ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature et du Développement durable, est un monument politique. Depuis 2004, il campe ce poste avec la même détermination qu'un arbre centenaire enraciné dans le sol. Mais ne vous y trompez pas, si son ministère porte un titre aussi long, les résultats, eux, sont inversement proportionnels. La présente conférence de parti qui se tient à Marrakech porte les espoirs du Cameroun et de la planète tout entière, car les populations ont placé leur confiance en nos travaux dans l'espoir de voir se traduire en actes l'accord de Paris. Pierre Hélé, c'est un vétéran de la politique camerounaise, un survivant de plusieurs régimes. Il est là depuis si longtemps que les jeunes générations pensent qu'il a toujours été ministre de l'Environnement. D'ailleurs, certains enfants nés en 2004, année de son entrée au ministère, sont aujourd'hui à l'université et Pierre Hélé, lui, n'a toujours pas bougé. Son ministère est censé protéger la nature et promouvoir le développement durable. Mais en réalité, le seul développement qu'on observe, c'est celui de sa longévité au poste. C'est donc dire combien grande est notre responsabilité face à nos populations et à l'histoire. Le temps de l'action est venu. Les tâches auxquelles nous sommes confrontés exigent des moyens financiers et technologiques immenses. Il est donc hautement souhaitable que les résultats de cette conférence de Marrakech soient à la hauteur des attentes des populations dont les activités et la survie sont hypothéquées par les effets néfastes du changement climatique. Ah, les sacs plastiques, l'ennemi juré de Pierre Hélé depuis 2 décennies, il les a déclarés nuisibles, dangereux pour l'environnement et a promis leur éradication. Mais voilà, à Yaoundé ou Douala, les sacs plastiques pullulent encore dans les marchés, flottant comme des fantômes dans les rues. Si les sacs plastiques étaient des soldats, ils auraient déjà remporté la guerre. Pour Pierre Hélé, le problème n'est pas la persistance des plastiques, mais le manque de coopération des citoyens. Nous avons mis en place des lois. C'est à la population de les appliquer. Oui, bien sûr, mais encore faudrait-il que ces lois soient suivies d'actions concrètes et efficaces. Comme vous pouvez le constater, aussi l'Afrique est-elle mobilisée et attend le soutien des investisseurs publics et privés pour développer les énergies renouvelables et les projets issus des contributions déterminées au niveau national. L'entrée en vigueur de cet accord, l'année qui l'a suivi, son adoption, montre à suffisance que la communauté internationale est capable de s'unir pour répondre à un défi global, le dérèglement climatique, et de s'engager sur la voie du développement durable. Comment fait-il pour rester en place? Une recette simple. La discrétion est une fidélité sans faille au RDPC. Contrairement à ses collègues, Pierre Hélé ne fait pas beaucoup de vagues. Il évite les scandales, garde un profil bas et suivi à chaque remaniement ministériel comme un caméléon qui s'adapte à tous les changements de décor. Mais derrière cette apparente sérénité, il y a une triste réalité. Le Cameroun continue de lutter contre des problèmes environnementaux majeurs. Déforestation, pollution, urbanisation anarchique. Et pendant ce temps, Pierre Hélé se concentre sur des objectifs limités comme réduire l'usage des plastiques, un combat qui traîne depuis 20 ans déjà. L'heure est maintenant à l'action. Nous devons donc nous mobiliser pour faire progresser la mise en place de mécanismes qui facilitent
cette action, je voudrais citer sans exhaustif le mécanisme de clarification et de l'efficacité de contribution et de financement et d'autres politiques publiques pour orienter les investisseurs vers les technologies basses émissions de carbone. Dans son discours, l'écologie au Cameroun semble se résumer à une lutte pour la survie, mais dans les faits, elle avance à pas de tortue. Pierre Hellé évoque régulièrement des projets de réforestation et de préservation de la biodiversité. Mais les Camerounais, eux, ne voient pas grand-chose sur le terrain. Quand, dans la gestion des déchets, c'est un défi quotidien pour les populations urbaines qui manquent cruellement d'infrastructures. Pourtant, le ministre reste imperturbable, promettant des solutions qui semblent coincées dans les tiroirs de son bureau. Le renforcement des capacités de nos pays à faire face aux impacts du changement climatique et de transfert de technologies appropriées. Dans cette perspective, je voudrais relever qu'au-delà des financements, un effort particulier devra être fait pour renforcer les capacités humaines et institutionnelles, surtout dans nos pays réputés les plus vulnérables. Pierre Hellé a cette capacité rare de rester invisible tout en étant incontournable. Il est comme un meuble ancien dans une maison. On l'oublie, mais on ne peut pas s'en débarrasser. Sa spécialité, survivre à tous les remaniements, à croire qu'il est biodégradable. Mais pour des gens qui sont à des postes de nomination, est-ce que c'est toujours la loi de la majorité? Les postes électifs, comme le poste de président de la République, président du Sénat ou de l'Assemblée nationale, là on peut présumer que les populations sont follement amoureuses des personnes qui les occupent, au point où elles ne considèrent pas toutes les misères et les souffrances qu'elles leur imposent. Mais pour des postes de nomination, malgré les contre-performances, malgré l'âge très avancé, malgré les scandales, on ne comprend pas pourquoi celui qui les nomme les a carrément oubliés à leur poste. Il leur a abandonné ces postes de sorte qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Avec Pierre Hellé, la boucle est bouclée. Ces 4 ministres, Jacques Famendongo, Luc Magloire Mbaga Atangana, Madeleine Tuente et Pierre Hellé, forment une véritable élite de la longévité politique. C'est un peu comme des statues vivantes. Ils sont là, immuables, défiant les lois du temps et du changement. Leur longévité au pouvoir est un symbole du régime Paul Biya, un mélange d'allégeance et d'immobilisme qui laisse le pays dans l'expectative. Ces ministres, c'est un peu comme des bougies d'anniversaire qui refusent de s'éteindre. Vous soufflez, mais rien n'y fait. Pendant ce temps, la jeunesse trépasse, l'économie vacille et les scandales s'accumulent. Si le Cameroun était une équipe de football, on aurait depuis longtemps crié au changement de coach. Mais ici, le match est joué d'avance et les prolongations semblent infinies. Bon, certains nous diront que le président jouit d'un pouvoir discrétionnaire. Le poste ministériel, ce n'est pas un mandat, qu'il n'y a pas de date sur ça. S'ils le disent alors, parlons maintenant des postes qui ont des nombres d'années précis. Prenons le cas des PCA et des directeurs généraux. Concernant les PCA, l'article 18 de la loi du 12 juillet 2017 portant statut général des établissements publics dit « Le président du conseil d'administration d'un établissement public appartenant à l'État est nommé par décret du président de la République pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois. » En d'autres termes, un PCA ne devrait pas dépasser 6 ans à son poste. Malheureusement, près de 85% de PCA ont déjà dépassé ce nombre d'années à leur poste. S'agissant des directeurs généraux, les alinéas 1 et 3 de l'article 36 de la loi du 12 juillet 2017 portant statut général des établissements publics disposent que le directeur général et le directeur général adjoint sont nommés pour un mandat de 3 ans renouvelable éventuellement 2 fois. Et dans tous les cas, les mandats cumulés du directeur général ou de son adjoint ne peuvent excéder 9 ans. Autrement dit, quelqu'un ne doit pas faire plus de 9 ans étant DG d'une entreprise
entreprises d'État. Mais aujourd'hui, vous avez des directeurs généraux qui ont déjà fait près de 35 ans à leur poste. Notre papa du Fonds national de l'emploi, on a ceux qui ont déjà fait près de 30 ans comme directeur général d'une entreprise. Vous avez cette entreprise qui gère l'argent du pétrole. Or, la loi dit au gros 9 ans. Le président les apprécie au point où il prend le risque de les maintenir en violation flagrante et grave de la loi. Que dire du très admirable président du Conseil économique et social qui a été Premier ministre en 1983. Il est lui là depuis 41 ans. 41 ans étant président du Conseil économique et social. Le président n'a encore trouvé personne comme lui capable de vraiment garder haut le flambeau du Conseil économique et social. De toutes les façons, un éternitaire ne peut que faire la promotion des éternitaires. En plus, comme le dirait un honorable de notre genre, vous venez me dire que le président a demandé que je laisse mon poste cette année, mais que lui-même commence d'abord par laisser son poste de président. Alors que les élections de 2025 se profilent, une question brûle les lèvres des Camerounais. Ces ministres seront-ils encore là pour célébrer leur noce d'argent? Ou le vent du changement finira-t-il par souffler, emportant avec lui ces reliques du passé? Pour l'instant, le Cameroun est figé dans le temps. Comme une vieille pendule arrêtée, le statu quo laisse peu de place à l'espoir d'un renouveau. Ces ministres intouchables incarnent un régime où la fidélité au président compte plus que la compétence. Et si le Cameroun veut vraiment avancer, peut-être est-il temps d'appuyer sur le bouton recette. Et voilà, chers amis, 4 ministres qui défient le temps, les scandales et les attentes des Camerounais. Et si au final le plus grand talent au Cameroun n'était pas l'innovation, mais l'art de durer au pouvoir. Mais l'art de durer.